Voilà, donc dites-nous entre Mesmer et aujourd'hui, quels sont ceux qui ont fait que les choses soient ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, Je pense que le plus simple, c'est de citer celui qui a vraiment remis l'hypnose à l'honneur ces dernières années, et c'est Milton Erickson, oui, Erickson, le psychiatre américain, Milton Erickson, qui a vraiment redoré, si je puis dire, le blason de l'hypnose. Et d'ailleurs, beaucoup de praticiens ont été formés soit par Erickson, soit par les élèves d'Erickson. L'hypnose ericksonienne. Et c'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui la plupart des praticiens pratiquent ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Et c'est ce qui est le plus développé actuellement en France, mais aussi dans le monde. Et alors, qu'est-ce qu'il a apporté justement, Erickson? Erickson a apporté beaucoup de choses. L'une des choses qu'il a apporté, c'est de la non-directivité, c'est-à-dire qu'avant on pratiquait une hypnose directive, et là il a apporté une hypnose non-directive qui laissait beaucoup plus de place au patient, une hypnose qui utilisait les ressources du patient, et une hypnose qui faisait du patient l'allié en fait du praticien. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus le praticien qui était là avec toute sa science qui apportait les solutions, si je puis dire, mais vraiment un travail qui se faisait en coopération entre le praticien et le patient. Et donc le patient était un support avec toutes les ressources nécessaires, et le praticien était là simplement pour les mettre en valeur, en évidence, pour pouvoir obtenir les changements nécessaires. Il venait d'où, ce Erickson? Alors Erickson est américain. Est un psychiatre américain. Et justement, vous avez même vécu vous-même aux États-Unis. Absolument. Et c'est là que vous avez rencontré l'hypnose ou pas vraiment? L'hypnose, je l'avais rencontré avant, donc en France en fait, tout simplement, à partir de ce qu'on appelle les thérapies, l'approche de Palo Alto. Et l'approche de Palo Alto, thérapie brève en fait, notamment, une partie se sont inspirés notamment de Gregory Bateson, qui est l'anthropologue Gregory Bateson, et qui a fait un travail théorique très important. Et l'autre partie de ce travail s'est inspiré du travail de Milton Erickson, en fait, il y a une conjugaison des deux. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert en fait le travail de Milton Erickson à travers l'approche de Palo Alto du groupe de Palo Alto. Et est-ce qu'il y a des recherches? Est-ce que ça peut encore évoluer le travail de recherche dans le domaine hypnotique? Plus que jamais, en fait, plus que jamais. On est dans les tout débuts en fait. Ah oui. On est dans le tout début puisqu'on commence depuis les années 2000 à avoir les outils nécessaires, notamment l'imagerie cérébrale, et de plus en plus de scientifiques commencent à maintenant vraiment s'intéresser à l'hypnose comme à la fois comme outil de travail aussi, mais aussi comme support de recherche. Oui, il y a le problème des rapports avec les neurosciences. Parce que je crois qu'on en a parlé ce matin à l'émission justement avec Paoli. Donc la neuroscience peut valider l'hypnose quelque part. Absolument. Et d'ailleurs c'est pour ça que grâce à cela, ça a commencé à rentrer de plus en plus dans des structures hospitalières notamment et dans différents domaines. Absolument. Les neurosciences peuvent être un élément très important. Alors il y a un autre sujet que je vais aborder pour terminer, mais je ne sais pas si ça va vous inspirer, c'est la question des cycles. Est-ce que vous pensez que l'être humain est marqué parce que c'est bien, par des processus cycliques Anthropologiquement? Oui, anthropologiquement. Il y a le cycle du jour et de la nuit, le cycle des saisons, mais est-ce qu'il y a d'autres cycles? Est-ce qu'il y a des phases ou des stades? Je ne sais pas, toute cette question du découpage du temps, par rapport au temps. Est-ce que vous travaillez sur le temps? Alors, on travaille sur le temps avec les personnes, mais pas de manière spécifique par rapport à d'autres éléments, mais évidemment qu'on va travailler beaucoup. Non, parce que par exemple, il y a un argument qu'on utilise parfois par rapport aux médecins en disant de toute façon, les gens ils guérissent, il suffit de laisser le temps au temps. Alors c'est vrai en partie, mais pas toujours. Oui. C'est vrai. C'est vrai en partie, mais pas toujours. Et souvent, si on n'intervient pas, à un moment donné, eh bien, les gens continuent à tourner en boucle dans leur processus. Oui. Dans leur processus mental. Mais il peut y avoir aussi des moments de crise qui sont cycliques et qui après vont s'estomper finalement d'eux-mêmes en quelque sorte. Mais ces personnes-là, on ne les voit pas. En général. Si, parce que sur le moment, ils ne savent pas où ils en sont. Et il serait bon de leur dire, écoutez, oui, donc pour l'instant en médecine parce que moi je travaille dans le domaine des cycles, je pourrais vous dire. En médecine, on n'a pas encore comme outil de travail. Vous savez qu'il y a eu à une époque ce qu'on appelait des biorhythmes. Oui. Cette pas notion. à ma connaissance. En tout cas chez les femmes, il y a quand même il y a la menstruation, il y a la. Pas à ma connaissance. Non, mais c'est pour les perspectives, je crois que les neurosciences justement permettraient de voir si le fonctionnement du cerveau évolue avec
avec les saisons, avec les périodes du temps. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Dr Fitoussi. Et je pense que voilà, vous verrez ce que ça va donner au niveau de l'impact. Merci.